Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va faire la première partie du sortie écologique. Donc tout d'abord, qu'entendez-vous avec l'écologie? Donc c'est quoi l'écologie? Donc l'écologie est la science de l'environnement qui étudie les interactions entre les êtres vivants et leur milieu de vie. Et aussi, elle étudie les interactions entre les êtres vivants eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a deux volets là, c'est-à-dire les interactions entre les êtres vivants et leur milieu de vie d'une part, et d'autre part, elle étudie les interactions entre les êtres vivants eux-mêmes, c'est-à-dire les relations ou bien les interactions qui existent entre les êtres vivants eux-mêmes. Donc, ce terme normalement d'écologie, c'est un terme grec. Donc, pour faire une étude écologique, nous avons besoin de faire une sortie écologique. C'est quoi la sortie d'abord écologique? La sortie écologique, c'est une excursion. C'est une excursion écologique. Une étude écologique exige bien sûr des visites des écosystèmes dont le but c'est quoi? C'est découvrir et d'observer sur place les êtres vivants, soit des végétaux bien sûr, soit des animaux et leurs supports aussi. D'accord? Et aussi de mener une étude statistique des êtres vivants les plus fréquents ou bien les plus répandus, d'accord? Et de réaliser des mesures de différents facteurs pour expliquer les différentes relations qui existent dans un écosystème. D'accord? D'après ce que nous avons dit, les objectifs d'une sortie écologique, c'est quoi? C'est l'étude de la répartition des végétaux, après, bien sûr, l'observation et l'exploitation du milieu naturel, d'accord, et ce qui permet une étude de répartition des végétaux, l'étude de la répartition des animaux, d'accord, les espèces qui existent, comment elles sont réparties dans le milieu, et bien sûr, mesurer les paramètres physico-chimiques du milieu, tels que latitude, température, humidité, pH du sol, pas mal de choses. Pourquoi tout ça? C'est pour enfin proposer une ou plusieurs hypothèses explicatives sur la répartition des êtres vivants dans un milieu naturel. En fait, pour mener une étude ou bien une sortie écologique, nous avons besoin de ramener avec nous quelques outils nécessaires à la découverte du milieu. Donc, parmi les outils, on ramène avec nous la carte topographique et boussole pour s'orienter sur le terrain, bloc-notes, bien sûr, pour prendre les notes, stylo feutre permanent pour écrire sur une variété de supports tels que par exemple du papier, du métal, du verre, de la roche, etc. Les noms parfois de l'échantillon, la date, etc. ou bien pour marquer quelque chose. Appareil photo pour capturer des photos des êtres vivants, d'accord, les jumelles pour l'observation des animaux à distance, filet fauchoir, c'est pour collecter les insectes qui se trouvent dans les arbres ou bien les buissons, la loupe, c'est pour agrandir les images ou bien les choses à voir. Les pinces, c'est pour maintenir les choses, ces petits animaux par exemple, les petits animaux, etc., pour les maintenir. Pelle pour déplacer des matériaux tels que le sol, si on veut déplacer un petit peu de sol. Quoi encore? Les ciseaux pour capturer des cléoptères. Les boîtes aussi, c'est pour collecter des échantillons, soit des êtres vivants ou bien un petit peu de sol ou bien l'eau si on veut étudier ses caractéristiques au laboratoire, d'accord? Autre outil à ramener, c'est par exemple le parapluie japonais qui sert à capturer les insectes qui sont cachés par couverture végétale, c'est-à-dire les arbres et les branches d'arbres. D'accord? Le filet de plancton aussi qui sert à capturer les planctons dans l'eau. D'accord? Et aussi des pièges d'insectes tels que les aspirateurs à insectes, etc. Ce sont des pièges qui permettent de piéger les insectes. En fait, ce sont des outils ou bien quelques outils qu'on peut ramener avec nous sur le terrain. Maintenant, on passe des techniques qu'on peut utiliser sur le terrain. Première chose, c'est déterminer la répartition ou bien la stratification verticale des végétaux. Qu'est-ce que ça veut dire verticale? C'est-à-dire la répartition des végétaux verticalement. Quand vous voyez dans l'image, les plantes forment des étages ou bien ce qu'on appelle des strates. D'accord? Où l'une est plus grande que l'autre. Donc, commençons par les plus grandes ou bien qui ont une taille plus grande, qui arrivent ou bien qui dépassent 5 mètres. D'accord? Normalement, ce sont des végétaux ligneux. Qu'est-ce que ça veut dire ligneux? C'est-à-dire qui ont un tronc
pardon, qui ont un tronc composé de bois. Et là, parce que la lignine, c'est une matière qui constitue le bois. D'accord? Ils sont rigides, un tronc rigide. Donc, les végétaux qui dépassent 5 mètres arrivent au strate, ce qu'on appelle la strate arborescente, ou bien forment ce qu'on appelle la strate arborescente. D'accord? Alors que les autres arbres, ou bien ce qu'on appelle des arbustes, ou bien des plantes aussi ligneuses, mais de petite taille, d'accord, elles forment ce qu'on appelle une strate arbustive, la strate arbustive. Puis, il y a la strate herbacée, constituée, bien sûr, de plantes à pied, mais qui sont non ligneuses, c'est-à-dire ne contiennent pas de bois, d'accord, et de plantes à bulbes aussi, d'accord? Alors que la strate mucinale est composée de quoi? Est composée des mousses et des lichens. Je vais vous montrer l'image des mousses et des lichens tout de suite. Mais avant, on continue avec les strates. Donc, la dernière strate, c'est la strate souterraine. Donc, constituée de racines, des racines, d'accord, d'organes de réserve, de bulbes, de rhizomes, etc. Donc, en récapitulation de ce document, on peut dire que la végétation dans un milieu forestier forme ce qu'on appelle des strates. En général, il y en a 5 strates. La strate arborescente qui dépasse 5 mètres, la strate arbustive qui est aussi formée de plantes ligneuses, mais que leur taille n'arrive pas à 5 mètres, alors que la strate herbacée constituée de plantes non ligneuses, pardon, c'est-à-dire des plantes qui ne contiennent pas de bois. La strate mucinale constituée de mousse et de lichen, d'accord? Les lichens et les mousses, d'accord? Et la strate souterraine constituée de racines, rhizomes, bulbes, etc. Donc, je vais vous montrer l'image des mousses et des lichens. Voilà l'exemple de lichen sur un arbre. Et voilà lichen aussi sur des pierres. Voilà les mousses sur un mur. Donc, ce sont des plantes de très petite taille, si on peut dire, et qui constituent la strate mucinale. Donc ça, c'est la technique de la répartition verticale des végétaux. On passe maintenant à la deuxième technique, c'est celle de la répartition horizontale des végétaux, c'est-à-dire d'un point A vers un point B, quels sont les végétaux qui existent, d'accord? On ne voit pas plus d'une façon verticale, mais d'une façon horizontale. Donc, pour représenter les plantes horizontalement, tout d'abord, on doit dessiner ce qu'on appelle le profil topographique. Pourquoi on dessine le profil topographique et non plus une droite ou bien une ligne et on écrit voilà le point de départ, voilà le point d'arrivée? Parce que le profil topographique permet de déterminer les reliefs qui existent, d'accord, et par la suite d'interpréter la répartition des végétaux. Donc, pour dessiner ou bien réaliser une coupe horizontale de la répartition des végétaux, pour dessiner de la coupe, tout d'abord, on doit réaliser un profil topographique, c'est cette ligne-là, d'accord? À l'aide d'une carte topographique, bien sûr. Puis, représenter les différentes espèces végétales sur le profil topographique à l'aide des symboles arbitraires ou conventionnels. C'est-à-dire, je vais mettre des symboles pour chaque type de plante, bien sûr, en laissant place à bien sûr une légende. Donc, et dernièrement, il faut indiquer sur notre profil ou bien notre coupe horizontale, s'il y a des routes, il faut les indiquer, s'il y a des oueds ou bien autre chose qui existe. Donc, représenter les routes, les rivières, les constructions, tout ce qui existe, en plus de l'orientation. Donc, je répète, pour faire une répartition, ou bien réaliser une répartition horizontale des végétaux, tout d'abord, on doit dessiner le profil topographique, d'accord? Puis, représenter les différentes espèces végétales en utilisant bien sûr des symboles, d'accord? Regardez par exemple là, cette plante-là, d'accord? Nous avons donné le symbole comme ça dans le schéma, et là, on a donné le nom. D'accord? Puis indiquer la nature du sol, représenter les routes, les rivières, les instructions s'il existe, tout ce qui existe sur le milieu, pardon. Donc, représenter sur le milieu tout ce qui existe, en plus de l'orientation.
maintenant, on passe aux étapes de recensement des espèces végétales. Comment peut-on, dans un milieu naturel, recenser ou bien faire l'inventaire ou bien le dénombrement des espèces végétales qui existent? D'accord? Donc, pour faire le dénombrement, tout d'abord, on doit choisir un milieu. Par exemple, on est dans la forêt, on doit choisir un milieu sur lequel on doit travailler, d'accord? Donc, comment doit être ce milieu? Donc, le milieu doit être homogène. Notre station d'étude doit être homogène. Qu'est-ce que ça veut dire homogène? C'est-à-dire, doit être loin des lisières. Qu'est-ce que ça veut dire les lisières? Les lisières, c'est les limites entre deux milieux différents. D'accord? Donc, si je veux travailler, je ne peux pas travailler dans cette zone, par exemple, qui est entre deux milieux différents. Ou bien là, entre la forêt et la prairie, non. Je dois faire l'étude, ou bien la station choisie doit être totalement dans la forêt, ou bien totalement dans la prairie, ou bien, d'accord? Donc, les zones considérées comme stations homogènes, c'est-à-dire, comme par exemple là, la forêt, prairie, ou bien, donc, sont loin des lisières, d'accord? Pourquoi? C'est parce que s'ils sont proches des lisières, ils seront influencés par les facteurs écologiques des deux milieux et non plus d'un seul milieu. D'accord? Donc, tout d'abord, on doit choisir, donc, pour faire, je répète, pour faire le recensement des espèces végétales, on doit choisir un milieu qui est homogène. D'accord? Deuxièmement, par exemple, si j'ai une forêt de 11 hectares, est-ce que je peux travailler sur 11 hectares? Ça va durer des années et des années. D'accord? C'est ce qui est impossible. Donc, je vais choisir une surface sur laquelle je peux travailler. C'est ce qu'on appelle l'aire minimale. Qu'est-ce que ça veut dire cette aire minimale? Donc, je dois choisir une surface sur laquelle se trouvent toutes les espèces de la forêt. Par exemple, pardon. Donc, je dois choisir une surface sur laquelle se trouvent toutes les espèces de la forêt. Comment on puisse faire ça? Donc, comment peut-on faire ça? Donc, tout d'abord, on travaille sur 1 mètre carré et on compte ou bien on fait l'inventaire ou bien le dénombrement des espèces qui se trouvent. Puis, on passe à 2 mètres carrés et on fait le dénombrement d'espèces qui se trouvent. Puis, on passe à 4 mètres carrés et on fait le dénombrement des êtres vivants ou bien des espèces qui se trouvent. On passe à 8 mètres carrés. Et ainsi de suite. Jusqu'à quand? Jusqu'à que je trouve le même nombre d'espèces. Donc, pour bien comprendre, regardez avec moi la courbe. Donc, à 8 mètres carrés, je trouvais par exemple ce nombre. À 16 mètres carrés, je trouvais ce nombre. À 32 mètres carrés. À partir de 32 mètres carrés, à 40 mètres carrés, à 48 mètres carrés. Malgré que j'augmente la surface, le nombre d'espèces végétales est stable. Donc, sur quelle surface je peux travailler? Est-ce que je dois travailler sur 16 mètres carrés ou bien 8 mètres carrés? Non, je dois travailler sur 32 mètres carrés. Pourquoi? C'est là où le nombre d'espèces, c'est là où le nombre d'espèces stable. Donc, à partir de je dois travailler sur 32 mètres carrés. Pourquoi? Parce que c'est à partir de 32 mètres carrés, le nombre d'espèces est stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré que je vais augmenter la surface des relevés, la surface où je vais faire l'inventaire ou bien le dénombrement des espèces, le nombre reste le même. C'est-à-dire, comme si je travaille à 30 mètres carrés, je vais trouver 8 espèces. Si je travaille à 48 mètres carrés, je vais trouver 8 espèces. Si je travaille sur le 11 hectares que je vous ai donné, par exemple, je vais trouver les 8 espèces. Donc, au lieu de travailler sur une surface plus grande, je travaille seulement à 32 mètres carrés. C'est ça ce qu'on appelle l'aire minimale. Ça veut dire quoi l'aire minimale? C'est la plus petite surface sur laquelle se trouvent toutes les espèces. D'accord? Donc, c'est ça la surface minimale. Donc, pour travailler, donc faire l'inventaire, donc je dois tout d'abord déterminer la surface minimale de mon travail ou bien sur laquelle je vais travailler. Donc, comme vous voyez dans l'image, des élèves qui sont en train de faire la technique ou bien d'appliquer la technique de quadrillage. Donc, ils vont tout d'abord mesurer 1 mètre carré et faire l'inventaire des espèces qui existent. Puis, ils passent à 2 mètres carrés, à 4 mètres carrés, jusqu'à ce que le nombre restera stable. Et comme ça, ils passeront, bien sûr, ils déterminent
et comme ça, elles déterminent l'aire minimale sur laquelle elles doivent travailler. J'espère que c'est clair. Donc, comme récapitulation, à savoir que pour mener une sortie écologique, nous avons besoin des outils, d'accord, et des techniques. Parmi les techniques que nous avons vues aujourd'hui, c'est la répartition verticale des végétaux, la répartition horizontale des végétaux et aussi la technique de quadrillage qui permet de déterminer l'aire minimale. J'espère que cette partie est claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et à la prochaine.